Merci, bonjour à tous. Donc d'abord, je voudrais remercier Florina Cara et l'équipe organisatrice pour cette belle initiative, et puis pour l'invitation faite à un patient de venir s'exprimer lors de ce colloque. J'utilise l'homéopathie depuis 45 ans, ou comme l'a dit, je crois, Daniel Simeka, j'ai pris 45 ans dans la figure. Et je suis président d'une association de patients depuis 2016. Je vais vous parler un peu d'homéopathie, c'est pas nouveau, un peu de patients en France et puis modestement hors de nos frontières à l'occasion de cette journée internationale. Donc de qui parle-t-on? De moi, de vous, évidemment, des patients qui viennent vous consulter ou que vous conseillez. Ça représente 100 millions de personnes en Europe, dans une quarantaine de pays, plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, dans une centaine de pays. Le chiffre est variable, hein, suivant les sources, mais on dit qu'il pourrait y avoir 300 à 400 millions d'utilisateurs, dont 200 millions d'utilisateurs quotidiennement. Comme on le voit sur l'image, ce sont des personnes de tous âges, de toutes conditions, socio-professionnelles. J'appuie. Florina est partie. Elle est partie, Florina. Alors, 79% des Français déclarent avoir utilisé l'homéopathie au cours de leur vie. Pour quelle motivation? Bon, vous les connaissez, hein. On retrouve par choix personnel ou tradition familiale un besoin de naturalité pendant la période de grossesse pour les femmes, pour soigner un enfant, en cas d'inefficacité ou d'échec d'un traitement conventionnel, ou dans le cas d'une maladie chronique, pour limiter les effets secondaires d'un traitement conventionnel. Enfin, les raisons sont multiples. Et derrière, qu'est-ce qu'on constate? Évidemment, ce sont des résultats. 86% des utilisateurs d'homéopathie sont satisfaits, c'est donc de la pertinence. Et quand on interroge les patients, en général, ce qu'on dit, c'est qu'on met souvent en avant 3 points. C'est l'efficacité des traitements, qui sont plus naturels, avec un bénéfice pour le maintien de la santé ou pour l'amélioration de la qualité de vie. C'est la participation, c'est-à-dire le fait de se réapproprier sa santé, de se responsabiliser, de modifier ses habitudes. Quelque part, c'est donner du sens et se donner une gaine de chance. C'est vraiment un réel moyen d'agir pour sa santé. Et puis, troisième point, la relation patient-médecin avec cette écoute, cette confiance qui s'installe, la compétence, la bienveillance. C'est vraiment une collaboration humaine et une prise en charge globale de la personne. Donc, du coup, le point de vue du patient, le point de vue, ce que le patient peut faire, la seule chose qu'il peut faire, c'est parler de son vécu, dans son environnement. Ce sont des témoignages, c'est de l'expérience. 90% des Français pensent que l'homéopathie devrait être autant, voire plus souvent, proposée et conseillée par leurs professionnels de santé. Ça tombe bien puisque les patients sont dans le triptyque de l'evidence-based medicine, et qui comprend l'aspiration des patients, leurs valeurs, leurs choix, leurs préférences. Par contre, quelle est la reconnaissance de ce tiers-là? Je vous laisse juger. Alors, j'ai pu récupérer quelques chiffres, hein, selon une étude internationale sur l'usage de l'homéopathie dans 16 pays, réalisée par Toluna Harris Interactive pour les laboratoires Boiron entre 2022 et 2023 et publiée en 2024. Au niveau mondial, 57% des personnes interrogées déclarent avoir utilisé de l'homéopathie au cours de leur vie. 83% des utilisateurs d'homéopathie sont satisfaits. 55% des personnes envisagent de l'utiliser à l'avenir. Sur cette carte, on voit les 16 pays qui ont été concernés par cette étude. Évidemment, les situations sont variables dans chaque pays. Il n'est pas question éventuellement de faire... C'est difficile à comparer, mais quand même, on peut noter que le pourcentage de satisfaction il est au-delà de 70%, et ça, on le retrouve quel que soit le pays, avec des chiffres après qui sont beaucoup plus élevés. Donc, du coup... Une fois ces chiffres exposés, on se retrouve devant un paradoxe. En France, par exemple, ce sont 66% des Français qui envisagent d'utiliser l'homéopathie à l'avenir.
Et en face, qu'est-ce qu'il a? De plus en plus de difficultés pour recourir à cette thérapeutique. Ce n'est pas nouveau. Pourtant, en tant que patient, j'essaie toujours de rappeler l'article 5 de la Charte européenne des droits des patients, qui dit que chaque personne a le droit de choisir librement parmi les différentes procédures de traitement, structures de soins et les personnels soignants sur la base d'informations appropriées, proportionnées. Je pense qu'on en est encore un petit peu loin. Donc évidemment, s'il y a une difficulté d'accès, c'est qu'il y a des freins à son usage. J'ai rappelé un peu les freins qu'on retrouve en France, mais j'assure qu'au niveau européen, quand on échange avec nos collègues, on retrouve dans les pays plus ou moins les mêmes difficultés. Le manque de médecins homéopathes, ça a été rappelé déjà, l'absence de remboursement des médicaments, là je parle surtout pour la France, puisque dans d'autres pays, dans pas mal d'autres pays, c'est pas remboursé, sauf dans certains Länder d'Allemagne et en Suisse. Des difficultés d'obtention de certains médicaments, ça a été rappelé. Une présence insuffisante dans les structures de soins dans la démarche intégrative, où bien souvent l'homéopathie est écartée, et une dévalorisation de l'homéopathie par une opposition marquée et efficace, soit par ignorance, mais la plupart du temps par une volonté. Je vois que les attaques, suite à la fin du remboursement homéopathie, les attaques ne sont point arrêtées, et Daniel Simeka l'a rappelé, ça continue dès que quelqu'un bouge une oreille. Donc du coup, le patient, il fait l'amer constat d'une restriction d'accessibilité, d'une perte de crédibilité et d'une marginalisation. Pour autant, il y a des attentes légitimes pour lever ces freins. J'ai simplement indiqué que ce qui est souhaitable, c'est que l'accès de tous les patients à l'homéopathie soit pérennisé, que le parcours de soins en homéopathie continue à être sécurisé, et que la place de l'homéopathie dans l'offre de soins soit consolidée. Ce sont ni plus ni moins que des points que l'on retrouve dans le livre blanc de l'homéopathie qui a été réalisé par le collectif des acteurs de l'homéopathie en 2019 et qui sont toujours d'actualité. Pour l'avenir et pour mettre effectivement une notion d'espoir, on peut imaginer qu'il y a des perspectives. À quelle échéance, personnellement, en tant que patient, je n'en sais rien. J'ai appelé ces perspectives très improprement éco-perspectives. Bon, simplement parce que j'en ai liste 5, c'est la perspective écologique, où le tournant de la transition écologique qui peine quand même à avancer, qui souhaite, avec l'homéopathie, on a le respect du vivant et de l'environnement. Une perspective économique, des économies à réaliser par la société. Il y en a beaucoup à faire. Pour cela, il faudrait faire d'ailleurs des coûts globaux pour voir ce que coûte l'homéopathie face à des traitements conventionnels, et parfois des traitements inutiles. Une perspective éco-citoyenne, le citoyen qui souhaite consommer moins, mieux, plus naturel, avec une réduction de la surconsommation de médicaments conventionnels. On peut voir une perspective écolistique, c'est-à-dire prendre enfin, que la médecine prenne enfin, à part l'homéopathie, la médecine prenne enfin l'individu dans sa globalité, donc une réhumanisation de la médecine centrée sur le patient dans son écosystème, donc un individu vivant, indivisible et singulier. Et non plus l'homme-machine que l'on découpe de plus en plus en organes et dont s'occupent les spécialistes indépendamment les uns des autres. Et enfin, ce que j'appelle un éco mondial, c'est-à-dire le fait d'avoir des retombées favorables de ce qui se passe, par exemple en Inde, où l'homéopathie fonctionne très bien, et peut-être qu'au niveau européen, en fonction de ce qui se passe et qui aujourd'hui qui marche et qui est florissant dans d'autres pays, ça puisse revenir en Europe et que ça puisse servir et que ça soit positif pour une meilleure reconnaissance. On en est là aujourd'hui. Donc, en attendant, les patients, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent essayer de se réunir, de se fédérer, de façon à être mieux informés, d'agir et de réagir en groupe, de pouvoir faire entendre leur voix et d'être représentés et défendus au niveau national, européen et mondial. Et pour cela, faut-il à faire? Se retourner vers les associations
qui permet la proximité, le contact et l'échange et de répondre aux aspirations des patients. Donc c'est pour ça qu'après je vais simplement vous parler d'une association, ça tombe bien, d'une association que je connais bien, il y en a 3 ou 4 en France, associations de patients de l'homéopathie. Celle que je connais le mieux, c'est celle que je préside aujourd'hui, c'est l'association Homéopathie en France, qui existe depuis 1998, gérée par des patients bénévoles, sans lien ni conflit d'intérêt, apolitique, dont la mission aujourd'hui, c'est d'essayer de porter une voix légitime et représentative auprès des autorités, que ce soit la Haute Autorité de Santé, le Conseil de l'Ordre, les ministres, les députés, les sénateurs et d'autres institutions. C'est ce qui a été fait, évidemment en 2018, 2019, 2020, sans succès, mais bon, si ça doit être refait, ça sera refait. Je voudrais signaler qu'en termes de participation, AHP France donc, est membre cofondateur en 2020 d'Homéo France, l'union des acteurs de l'homéopathie française, qui a été présentée tout à l'heure par Daniel Simeka. AHP France est membre cofondateur en 2003 de l'EFHPA, la Fédération européenne des associations de patients utilisateurs d'homéopathie, et membre actif, je vais en reparler après. Et enfin, AHP France participe à des réunions Zoom annuelles avec des représentants de la LMHI. L'idée, c'est de faire, il y en a eu en 2023, 2024 et il y en aura un en 2025 pendant le congrès d'Utrecht. L'idée, c'est de partager des informations et de voir comment on peut collaborer, comment les patients, avec les acteurs de la Ligue, peuvent avancer ensemble et être unis ensemble, comme l'a détaillé tout à l'heure la présidente de la LMHI. Sur la vue précédente, on a simplement vu que la FHPA, ce sont aujourd'hui 21 associations dans 15 pays en Europe. Ouais, c'est bon. Et donc cette fédération, qui regroupe donc les fédérations nationales, l'objectif principal est de participer à l'élaboration des grandes orientations concernant la pratique de la médecine homéopathique et de soutenir évidemment les associations nationales de patients. Et on voit que la FHPA, sur ce graphique, elle interagit avec pas mal d'autres institutions. Elle est membre du sous-comité patient de l'ECH depuis des années. Et ensuite, elle interagit avec Eurocam, les médecines alternatives et complémentaires, avec ECHAMP, les industriels, avec le Forum européen des patients, avec le HRI, la LMHI et TCIH, dont on va reparler après. Donc pour terminer, je vais parler simplement de quelques illustrations de ce que fait la Fédération européenne au niveau Europe-Monde. Il y a premièrement une participation active à la coalition TCIH. Donc la coalition TCIH, c'est un réseau d'organisations de la société civile qui a été créé en 2022, qui comprend plus de 300 organismes signataires. Et donc la mission principale, les missions sont d'essayer de mieux intégrer ce qu'on appelle les soins de santé traditionnels, complémentaires et intégratifs dans les politiques de santé des pays. Et, dans un deuxième temps, de mieux impliquer les patients dans le processus décisionnel. Du coup, ça a justifié la participation au premier sommet mondial de l'OMS sur la médecine traditionnelle en Inde en août 2023, où la coprésidente de l'FHPA a pu poser ses principes et a pu... L'idée, c'était de poser des jalons pour pouvoir contribuer à l'élaboration de la nouvelle stratégie décennale de médecine traditionnelle de l'Organisation mondiale de la santé 2025-2034. L'OMS avait fait une stratégie 2014-2024 qui a été prolongée d'1 an, et là est en train de finaliser la prochaine stratégie décennale, et il est important que les organisations puissent s'impliquer, notamment celles qui défendent les soins traditionnels complémentaires et intégratifs, terme qui regroupe aussi l'homéopathie. Et pour terminer, le FHPA a participé au 77e congrès mondial d'homéopathie de la LMHI qui a eu lieu à Séville du 2 au 5 octobre, où là aussi les représentants de la FHPA ont pu présenter les organisations, la fédération, les membres, et puis l'intérêt des patients dans la défense de l'homéopathie.
Et j'ai encore, je crois, voilà. Et il y a eu aussi une intervention à la 74e session du comité régional de l'OMS qui s'est tenue à Copenhague en octobre 2024. Là aussi, la coprésidente de l'FHPA a pu, à la demande d'Eurocam, intervenir pour encore une fois appuyer sur ces points-là, c'est-à-dire souligner l'importance des patients et la contribution des patients et la contribution des soins de santé traditionnels, complémentaires et intégratifs dans les systèmes de santé des pays. Donc voilà, j'ai terminé et j'aime bien utiliser, enfin, ou reprendre l'article 2 de la Convention d'Oviedo, Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain, à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Je vous remercie pour votre attention.